Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 16h en temps universel, 17h à Paris, 18h au Botswana. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 8 novembre et au sommaire de cette édition, la haine des Juifs à la sortie d'un match de football. Des supporters israéliens agressés violemment hier soir à Amsterdam. Nous y revenons dans ce journal. Le Botswana a un nouveau président. Il s'appelle Duma Boko et cet homme incarne une alternance politique jamais vue dans ce pays depuis 60 ans. Et puis enfin en France, signe que la cathédrale Notre-Dame de Paris va bientôt rouvrir ses portes au public. Les cloches de l'édifice religieux ont retenti ce matin pour la première fois depuis l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame de Paris. C'était il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Voilà pour les titres. Indignation en Israël. Le président israélien parle d'actes antisémites, d'actes violents contre des hommes et des femmes de confession juive. Ce sont les mots d'Isaac Herzog, le président israélien, après des incidents hier soir aux Pays-Bas, à Amsterdam, à l'issue d'un match de football entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Dans les rues de la capitale néerlandaise, des supporters israéliens pris à partie, agressés, frappés. Nombreuses sont les condamnations, dont celle de Femke Halsema, la maire d'Amsterdam. L'antisémitisme n'a jamais été bien loin. Hier, nous avons assisté à une explosion d'antisémitisme comme nous espérions ne plus en voir à Amsterdam. Je suis indigné et au nom du conseil municipal et de la police nationale, je condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence qui ont eu lieu. Parmi les Juifs d'Amsterdam, il y a de la peur, de la consternation, de la colère, de l'incrédulité. La police nationale fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des habitants juifs d'Amsterdam. Face à l'émotion, le chef de la diplomatie israélienne est attendu aux Pays-Bas à Amsterdam, alors que le gouvernement israélien a envoyé des avions pour rapatrier les supporters israéliens priés en attendant de rester dans leur chambre d'hôtel. Le premier avion vient d'atterrir à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Lors d'une conférence de presse ce matin à Amsterdam, où la mairie, la police et la justice étaient réunies, les premières précisions de ces violences ont été présentées. Violences qui, en fait, avaient commencé dès mercredi, Pierre Benazé. Mercredi soir déjà, des supporters du Maccabi ont brûlé un drapeau palestinien au centre d'Amsterdam. Un incident isolé, mais selon la mairesse d'Amsterdam, Fleur Halsema, aucune menace tangible n'avait été prévue à l'avance. Dès 13h ce jeudi, on a vu des supporters du Maccabi se rassembler au centre d'Amsterdam. Ils ont ensuite été rejoints par des jeunes pro-palestiniens, décrits comme des jeunes de quartier par Fleur Halsema. Avant le match, une manifestation qui se déroulait près du stade Johan Cruyff, au sud d'Amsterdam, a dégénéré et 20 personnes ont été arrêtées. C'est après le match que les événements violents se sont enchaînés dans le centre d'Amsterdam. Les réseaux sociaux regorgent d'images de supporters israéliens pris à partie par des jeunes pro-palestiniens, certains poursuivis en voiture ou en scooter et roués de coups, un autre forcé de crier « Palestine libre ». Au total, 5 personnes ont été hospitalisées et on compte 30 blessés légers. Sur 62 personnes arrêtées, 10 sont toujours en détention et la police annonce avoir commencé l'identification des auteurs des violences grâce aux nombreuses vidéos. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI. Enfin, cette autre réaction par la voix d'Emmanuel Macron au nom de la France. Le chef de l'État a fermement condamné ces violences contre des citoyens israéliens à Amsterdam. Violences qui, selon lui, rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Le journal En français facile. en français facile.
À 17h05 à Paris, la suite de ce journal sur le continent africain. Journée historique au Botswana. Ce vendredi 8 novembre restera gravé dans les mémoires. Les 2 600 000 habitants de ce pays d'Afrique australe situé au nord de l'Afrique du Sud. Pour la première fois depuis son indépendance du Botswana, il y a près de 60 ans, les habitants vivent une alternance politique à la tête du pays. Le dirigeant du pays change de camp politique. La transition se passe calmement, sans difficulté. Une cérémonie avait lieu ce matin au stade de la capitale Gaborone, pour installer un nouvel homme à la tête de l'État, suite à ces élections d'il y a maintenant 10 jours. Alors ce nouveau président du Botswana s'appelle Duma Boko. Il a 54 ans. Duma Boko est issu d'une alliance de partis de gauche appelée la Coalition pour un changement démocratique. Correspondance, Claire Bargelès. Costume bleu ciel, chemise blanche et cravate noire, le tout aux couleurs du pays, Duma Boko a été accueilli sous les ululements et les cris de joie pour prêter serment. Moi, Duma Gideon Boko, je jure que je remplirai mon rôle de façon fidèle et assidue et que je m'acquitterai de mes fonctions au haut poste de président de la République du Botswana. Dans les gradins se trouvaient les chefs d'État de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe et on comptait aussi tous les anciens présidents encore en vie du Botswana ainsi que des chefs de partis d'opposition d'Afrique australe pour montrer, au-delà des divisions politiques, une certaine forme d'unité derrière la démocratie. Et c'est sur ce point que l'ancien avocat, désormais à la tête du pays, a insisté au cours de son discours. Nous sommes devenus, encore une fois, un cas d'étude intrigant en matière de démocratie en marche, qui n'est pas simplement une idée abstraite et dont le monde pourra tirer des enseignements. Vous n'avez pas pris une décision facile, je le sais, et même à présent, il y a une petite voix dans votre tête qui se demande « Ai-je fait le bon choix ?» Vous pourrez répondre de vous-même à cela d'ici 5 ans, et c'est toute la beauté de la démocratie. Duma Boko va désormais devoir s'attacher à redresser la situation économique du pays et notamment se pencher sur l'avenir du secteur des diamants, la principale ressource du Botswana. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI. Dans l'actualité française, pourquoi le fonctionnement de la France a-t-il coûté aussi cher ? C'est en substance la question à laquelle doivent répondre les membres du gouvernement précédent. Hier, l'ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est expliqué devant la commission des finances du Sénat pour dire que ce n'était pas de sa faute. Aujourd'hui, c'était au tour de Gabriel Attal, ancien Premier ministre de janvier à juillet 2024, de justifier ce qu'on appelle le dérapage budgétaire de la France, ou tenter du moins de comprendre pourquoi le déficit public de la France est de 6,1% contre 4,4% initialement prévu. Raphaël Delvolvé, vous suivez pour RFI les auditions. Alors pourquoi l'ex-chef de gouvernement n'a pas changé le cap économique de la France ? C'est à cette question notamment que Gabriel Attal a dû répondre. Pourquoi, lorsque Bercy sonnait l'alerte, le budget rectificatif et donc un débat parlementaire a-t-il été refusé au ministre de l'économie ? Gabriel Attal a préféré procéder par décret ou reporter certaines économies à l'année suivante. Il s'explique. Ça a laissé du temps parlementaire supplémentaire pour examiner des textes, le projet de loi sur le logement, le projet de loi sur la fin de vie. En face, les sénateurs doutent. Un débat au Parlement sur un grave dérapage des finances publiques n'était pas dans l'intérêt du camp présidentiel juste avant les élections européennes. Gabriel Attal rejette cet argument. Si la boussole, c'était les élections européennes, on n'aurait pas annulé 10 milliards d'euros de crédit en février. On n'aurait pas annoncé une réforme de l'assurance chômage en avril et en mai. Au fil de la discussion, le nom du président Macron émerge. N'est-ce pas lui, après tout, qui a forcé la décision ? Gabriel Attal reconnaît l'implication du chef de l'État, mais l'assure, les arbitrages sont les siens. Évidemment qu'on échange avec le président de la République, mais je ne peux pas dire que c'est lui qui a pris des arbitrages. Ça serait un peu facile de ma part de faire ça. Façon également de faire vivre un bilan lors de son court passage à Matignon. Ce que j'espère, c'est que vous reconnaîtrez, ou que ceux qui nous regardent reconnaîtront, qu'on a fait des choses bien. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. J'ai pas d'exemple de premiers ministres qui ont annulé 10 milliards d'euros de crédit en cours d'année après sa nomination. Ça m'a pas rendu populaire. Comme Bruno Le Maire hier, il ne manquera d'ailleurs pas non plus de critiquer les choix budgétaires de son successeur, Michel Barnier. Et enfin en France, tout un symbole, les cloches de Notre-Dame ont retenti ce matin.
Depuis l'incendie d'avril 2019 qui avait ravagé l'édifice religieux, on ne les avait pas entendus, ce qui signifie une ouverture prochaine de Notre-Dame.